tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce premier podcast de cette nouvelle catégorie, Expérience Designer, où je rencontre des designers aguerris ou en devenir. Leurs témoignages nous permettront de mieux découvrir ce domaine, tout ce qu'il implique et ses spécificités. Alors tout de suite, commençons avec notre première invitée, Camille, ici. Bonjour. Alors est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter rapidement ? Je m'appelle Camille, j'ai 23 ans, je vis à Paris et je suis en 2e année de master en design art et médias, donc à Paris, Panthéon-Sorbonne. D'accord, et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Bon, c'est un parcours où il y a plusieurs étapes. J'ai d'abord fait un bac économique et social, et ensuite je me suis orientée vers une mise à niveau en art appliqué pour pouvoir commencer des études en art appliqué. Donc j'ai fait mon BTS design d'espace à la suite de ça. Ensuite, la 3e année de licence en design art et médias à la Sorbonne, et qui s'est enchaînée sur le Master 1 et le Master 2, jusqu'ici. D'accord, et alors pourquoi le design ? Alors, ça n'a pas été une évidence vraiment tout de suite. Déjà parce que moi j'ai toujours bien aimé l'école, mais en fait j'aurais pu partir dans n'importe quel domaine, j'aurais appris à aimer ce que je fais en fait. C'était pas, j'ai jamais eu de vocation ou de choses très 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 définies. Alors bon, arrivé un moment en terminale, il a fallu faire un choix quand même, une direction à prendre. Et je me suis souvenu que quand même au fur et à mesure de mes études, j'avais fait des choses un petit peu, des fresques ou des ateliers ou des choses comme ça qui étaient un peu en lien avec l'art, les arts appliqués ou autres, que ça m'avait bien plu, que je faisais du théâtre, de la danse, il y avait un pas dans le milieu artistique aussi, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais pour faire des études dans le design ou art appliqué, il fallait faire une mise à niveau. On pouvait pas directement entamer comme ça, parce que si on n'avait pas fait le bac qui durait 3 ans avant, il fallait faire cette mise à niveau qui regroupait les 3 ans d'art appliqué en 1 an. Ouais, Donc j'ai postulé, sauf qu'à l'époque sur admission post-bac, on avait le choix seulement entre 3. Donc 3 sans aucune expérience, c'était chaud quand même, mais au final je les ai demandés. Et ça a marché. Donc du coup je suis partie en mise à niveau en art appliqué et c'était bien dur quand même, mais dès les premiers instants je me suis jamais dit c'est pas ça. Enfin tout de suite je me suis dit ok, enfin c'est super, c'est dur mais c'est super, donc on va continuer. Il y a la motivation, il y a la passion qui commence à naître un petit peu, il y a quelque chose à faire là-dedans. Mais après c'était aussi le côté, j'ai vu que dans les différentes portes ouvertes, parce que bien sûr, moi j'avais fait 1 milliard de portes ouvertes de recherche pendant des jours et des jours pour être bien sûr que c'était ça, et j'ai vu en fait c'était tellement multidisciplinaire, on pouvait répondre à une question, pas avec une réponse, mais des milliards en fait, et avec une infinité de domaines pas possible. Il y avait du graphisme, de la mode, de l'espace, de l'objet, plein d'expérimentations possibles, le plastique, du plan, plein de choses. Et en fait, c'était cette manière de répondre à une question avec tellement de possibilités, d'organiser la réponse de A à Z, ce qui est en fait toute la splendeur du projet, quoi. Oui. Voilà, et franchement, c'est ça qui m'a attirée. Et voilà pourquoi le design, j'y suis restée, et ça a continué, et à aucun moment je me suis dit retourne-toi, c'est pas ta voie. Au contraire, je me suis dit fonce, parce que franchement, c'est ici qu'il faut être, quoi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça t'a permis de développer finalement comme vision du design, tout ça ? Bon alors, la vision du design, ça c'est quelque chose, je pense qu'on en a tous une différente en fait, plus ou moins. Déjà, entre les personnes qui n'en font pas et les personnes qui font du design, on a entendu trop nombreuses fois c'est design, c'est pas design, on dit pas ça. Ça colle en fait avec cette impression que j'ai eue dès la mana, en fait, dès la mise à niveau de... à la fin de la mana, je savais pas. Je savais que j'adorais ça, le design, mais je savais pas en fait vers quel domaine partir. Et en fait, ma vision du design, elle a commencé précisément à ce moment-là, de me dire en fait, pour moi, le design, c'est pas aller se ranger dans une case, design d'espace, design graphique. On devait choisir, mais pour moi, en fait... il y avait pas, je les ai tous demandés en fait, les types de design. Les profs me disaient même dis donc Camille, il manque plus que la licence de planche à voile et c'est bon, t'as fait le tour, quoi. Mais vraiment, en fait ça a commencé là, c'est que pour moi le design c'est quelque chose, c'est un outil. À partir du moment où on sait faire du projet, on sait le faire dans toutes les disciplines. C'est quelque chose de très large. En fait, c'est fait pour quand même s'ouvrir au monde. Alors pour moi, ça ne doit pas se réduire et se ranger dans des cases. Ça doit pas être enfermé. Au contraire, ça va à l'encontre des principes même du design. Donc, pour moi, c'est ça.
Et ça s'est renforcé d'autant plus quand je suis arrivée en licence 3, parce que là, on arrivait dans une licence qui s'appelait Design, Art et Médias. Donc nous, on sortait de design d'espace, donc c'était déjà une sous-catégorie du design, et là on arrive à design plus art plus médias, donc c'était très 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 large. Et le fait de pouvoir tout considérer, enfin, on est passé du design culinaire au design d'espace, en faisant un peu de com, en faisant un peu de tout, et là, bah oui, ça prenait tout son sens. Le design, c'est une infinité de domaines qui s'interpénètrent les uns les autres. Il y a pas de limite, en fait. Elles sont tellement floues, c'est tellement poreux, que les uns rentrent dans les autres, et en fait, ça se nourrit sans cesse. Ils dépendent les uns des autres aussi par moment. Enfin, Oui. je sais que le domaine sur lequel je travaille en ce moment est impossible à traiter en lui-même, en un seul domaine. Donc, comme je disais au tout début, c'est sûr que le grand public, on va dire, les gens qui sont pas du tout dans le domaine du design ne le verront peut-être jamais comme moi je le vois, parce que voilà, mais moi je le vois vraiment pas du tout comme quelque chose de lié au luxe et aux produits finis, comme on pourrait en avoir l'idée, hein. Bon, on a tous les designers stars en tête, ou voilà, on propose par exemple une énième chaise qui est magnifique, mais du coup elle est emblématique, et voilà. Pour moi c'est absolument pas ça, c'est tellement... Ouais, pour moi, c'est vraiment un outil. Faut s'en servir. Il est là pour qu'on s'en serve, et il est là surtout pour qu'on s'en serve à n'importe quelle échelle, n'importe quel territoire, n'importe quelle personne. C'est important de le désacraliser, mais tellement. C'est pas quelque chose à mettre dans une vitrine, au contraire, tellement pas. C'est quelque chose qui est là pour aider, contribuer, participer sur place, partout, pour tout le monde. Et ouais, c'est tellement ça. C'est un outil d'ouverture, en fait. Oui, à différents domaines, à différents sujets, voilà, et tout plein de choses peuvent être c'est ça, liées au design au final. Dès le départ, ouais, c'est quelque chose qui doit pas se cantonner en un seul domaine, c'est quelque chose qui doit pas se cantonner à un seul territoire, ni à un seul type de personne, c'est tellement plus. Enfin, ouais, c'est vaste. C'est vaste, ça s'ouvre, ça sert, pour de vrai. Oui. Et donc récemment, tu es partie en voyage en Laponie. Et alors, pourquoi est-ce que tu as décidé de partir là-bas, notamment dans le cadre de tes études? Alors, bon, c'était déjà un voyage pour les études, mais bon, visuellement, on en profite aussi, parce que c'est super chouette. Oui. Mais alors, à la base, moi, dans mon mémoire, je traite des territoires en déshérence. Donc, les territoires en déshérence, comme le nom l'indique, c'est... on sait pas ce qui va leur arriver. Absence d'héritier, mais absence d'héritier en termes, qu'est-ce qui va se passer dans ce territoire-là, qui va mettre la main dessus, comment on va s'en servir. Donc voilà, des territoires qui peuvent être très bien dans la précarité, comme, voilà, on le voit souvent, les personnes qui partent faire de l'humanitaire dans des nombreux pays d'Amérique latine, d'Afrique, l'Inde, mais ça peut être aussi des territoires autochtones. Donc comme il y en a en Australie, comme il y en a aussi au Canada, Amérique du Nord et autres, et comme il y en a encore en Europe. Et donc moi je m'intéressais à ce genre de territoire dans le cadre du mémoire, et je me suis dit, mais en fait, Camille, là juste, tu peux pas en parler sans y aller. Sans y aller, oui. Enfin, voilà, c'est absurde en fait de traiter de quelque chose, surtout ça, tu peux pas l'imaginer, tu peux pas l'inventer, faut le voir, puis faut ramener ton expérience. Bon, alors, je me suis dit, quand même, t'es pas en thèse. Il faut que ce soit aussi proportionnel au temps que tu as pour faire ton mémoire. C'est une seule année. Oui. Bon, alors on peut se dire un an, c'est très long. C'est très court. C'est court. C'est très très court. Donc, le voyage, il faut pas qu'il soit trop éloigné non plus. Enfin, il faut que ce soit à l'échelle. Il faut être raisonnable, il faut se rendre compte des choses, quoi. Et donc, je me suis rendu compte que, bien sûr, en Europe, il y avait des territoires en déshérence, il y avait des territoires en précarité. Il y a des endroits, par exemple en Grèce, qui sont énormément touchés par la pauvreté ou autre, mais j'allais voyager seule, en fait, et aussi, on peut que penser sécurité. Donc, il se trouvait que, la Grèce était pas une super occasion pour voyager seule en étant une femme, en fait, et d'aller directement dans des lieux très précaires, c'était un peu trop dangereux au final. Moi je savais pas ce qui pouvait se passer sur place, ça pouvait très bien se passer comme pas très bien. Et donc je me suis dit oui, mais il y a pas que la pauvreté quand on pense pays en voie de développement, territoire dans la précarité, il y a les peuples autochtones, et il se trouve que le dernier d'Europe se trouve
en Laponie. Donc il s'étend sur la Laponie suédoise, norvégienne, finlandaise et un petit peu russe. Donc je me suis dit, ok, on va aller découvrir ce peuple Sami qui s'étend donc en Laponie sur les territoires du Sapmi. Donc voilà, c'était parti, je partais donc pour une semaine pour aller découvrir un petit peu ce mode de vie. Et puis surtout pour voir, moi ce qui m'intéressait à proprement parler, en fait, c'est que ce sont des peuples, des personnes, dans tous les cas possibles, qui produisent des choses pour leur quotidien, mais un peu par la force des choses en fait, des fois à cause du climat, à cause d'une catastrophe naturelle, à cause d'un mode de vie où justement on n'a pas les moyens, où vraiment là on est dans la pauvreté extrême, il faut faire avec les moyens du bord. Il y a une adaptation. Voilà, et donc du coup c'était de voir en fait qu'est-ce que ces personnes produisaient, où nous on n'a même pas l'idée, puisqu'on claque des doigts, on a de l'eau, on a de la lumière, alors que eux, c'est des problématiques qui se posent pour de vrai, ils pensent à des choses, ils sont très ingénieux, nous... un peu plus assisté au final dans notre quotidien. On s'en rend parfois plus compte, mais en vrai, c'était important pour moi de découvrir ça. Donc voilà. Et c'était aussi très intéressant, je pense, de se rendre dans un endroit, on n'y penserait pas, parce que quand on pense précarité, on pense pas Europe, et on pense encore moins Suède. Parce que je me suis rendue du coup en Laponie suédoise, et la Suède est un pays des plus développés. On le dit, on n'y penserait jamais au final. Et en fait, c'est intéressant de voir que même derrière cette image qu'ont les pays très développés, il peut se cacher aussi de la déshérence en fait. Donc voilà comment je me suis retrouvée à Kiruna, en Laponie suédoise. Très bien, et alors du coup, concrètement, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Alors, déjà, ce que j'ai vu, surtout dès que j'ai posé un pied là-bas, c'est la neige, évidemment il y en a partout, et la nuit. Parce que, bien sûr, on dépasse le cercle polaire. Donc, concrètement, le jour se lève bien comme il faut aux alentours de 10-11 heures et se couche à 14 heures. Donc, vaut mieux être réveillé à cette heure-là pour bien bénéficier du soleil. Et arrivant sur place à 14h30, en fait, il faisait déjà nuit noire. Et arrivant en période de Noël, personne n'était dehors. Donc c'était assez saisissant en arrivant, ça met tout de suite dans le bain. Et oui, la ville entière était plongée complètement donc dans le noir et sous des centimètres, voire parfois des mètres de neige. Franchement, c'était assez irréaliste comme paysage, mais du coup, c'est ce que j'ai vu en premier. Ça c'est sûr. Et ensuite, au fil des jours, j'ai pu y découvrir plus profondément l'histoire des Samis, qui vivent plus du tout, enfin en partie plus trop de la même manière que leurs ancêtres, parce que on pense peuple autochtone, on se dit tout le monde vit de la même manière en fait, c'est un peuple, voilà. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y en a bien sûr qui vivent encore de la même manière, toujours. Il y en a d'autres qui sont un petit peu à mi-chemin. En fait, ils continuent, donc ils dépendent énormément, eux, c'est l'élevage de rennes. Qui dépendent encore donc de l'élevage de rennes, ils partent, ils sont semi-nomades en fait, puisque quand ils doivent accompagner leurs rennes à chaque fois pour qu'ils puissent aller paître. Et à côté de ça, ils ont une activité de guide un peu touristique. Ils sont aussi investis dans le tourisme, parce qu'ils ont bien compris aussi que ça pouvait leur rapporter quelque chose en plus de l'élevage de rennes, bien sûr. Donc, voilà, ils sont un petit peu à mi-chemin. Ils sont pas que reclus sur eux-mêmes, mais ils sont aussi ouverts un petit peu. Et ensuite, il y a des Samis qui vivent totalement comme des Scandinaves, totalement hors du mode de vie Sami. Ils ont une maison en dur. Parfois, même les gens ne savent pas qu'ils sont Samis. Et voilà, donc il y a un peu différents types de personnes aujourd'hui au sein du peuple Sami. Et ouais, en fait, j'ai découvert une histoire qui était bien plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Donc vraiment, ça c'est des choses que j'ai vues et auxquelles je m'attendais pas en fait dès le départ. Et du coup, j'ai pu y découvrir les objets qui étaient et parfois sont toujours utilisés. Les dispositifs mis en place pour vivre dans un pays de glace et de neige l'hiver, mais ensoleillé jusqu'à 24 heures sur 24 l'été, et aussi les activités qu'ont les Samis aujourd'hui. Et cela t'a fait réfléchir en tant que designer? Qu'est-ce que tu en tires finalement pour ta profession? Oui, bien sûr, ça m'a bien fait réfléchir et ça a confirmé aussi certaines choses que
j'avais un petit peu déjà en tête, mais pas vraiment vu pour vraiment le confirmer. Parce que j'y ai vu des objets conçus en fait de manière tout à fait adéquate avec un besoin précis, tout en s'inspirant de l'environnement local et en utilisant des ressources donc naturelles spécifiquement pour leurs différentes propriétés. Par exemple, ils utilisent l'écorce du bois de bouleau parce qu'elle est incompressible, par exemple. On va pas aller inventer quelque chose ou quoi, on fait déjà très attention à ce qu'il y a autour de nous, et comment on peut l'exploiter de manière renouvelable, hein, bien sûr. Parce que par exemple, ils disposent d'une mine, enfin d'un minerai à côté de chez eux, jamais ils y ont touché parce que eux en voyaient pas du tout l'utilité en fait. C'est simplement à partir du moment où ils se sont fait coloniser que là les personnes se sont mises à exploiter ces richesses-là, mais eux font très attention en fait au rythme de la nature. Et ils calquent leur rythme de production, eux, sur le rythme de la nature, comment elle se renouvelle. Enfin, c'est toute une pensée auquel on devrait tellement prendre exemple. Parce que ça fait réfléchir, en fait, dans le sens où on a bien à apprendre de ces territoires et de ces peuples, justement, parce que les problématiques que nous, on soulève actuellement, finalement... Voilà, ça fait des années, voire des siècles, que les réponses sont déjà ailleurs, bien avant que nous, on ait produit le problème pour lequel on se pose la question actuellement, en fait. Oui. Donc, la preuve que l'on est vraiment dans une profession qui a toujours tendance à produire plus nouveau, plus évolué, plus jamais vu, et voilà, après, l'image que les gens en ont du produit de luxe un peu fini, c'est un petit peu ça aussi, parfois ça se base sur le dernier modèle sorti, il faut aller toujours plus loin, toujours plus. On se pose pas la question est-ce que c'est vraiment mieux, est-ce que c'est pire ou quoi, on se dit juste c'est nouveau, donc allons-y. Donc pour ça, mais tellement, on s'en inspire énormément. Enfin, on devrait s'en inspirer énormément. Après, voilà, ça fait réfléchir aussi dans le sens où on se dit, on devrait aussi juste prendre 2 secondes, regarder en arrière, mais regarder autour aussi, il y a déjà énormément de choses qui ont été produites, et de se dire, c'est pas parce que ça a été produit il y a, là, dans ce cas-là, peut-être, 300 ans, que c'est archaïque et que ça va servir à rien. En fait, au contraire, il y a des choses qui ont très bien fonctionné, par souci de, on veut de la nouveauté, on est allé plus loin, plus vite, ou autre. Ces peuples-là en ont gardé beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça fonctionnait très bien. Pourquoi aller plus loin ? Ça reste en accord avec ce dont ils disposent autour. Les personnes qui ont choisi de vivre encore comme leurs ancêtres, les Samis, ils ont pas accès à la modernité scandinave qu'il y a un peu partout dans le pays. Ils ont choisi de continuer de vivre comme ça, et ça fonctionne très bien, donc c'est qu'il y a aussi une raison. Et c'est aussi une leçon, en fait, de voir que, ces personnes-là, ils l'ont compris sans l'aide de personne, car certains objets de cuisine ou de culture sont restés les mêmes, sans avoir besoin de les voir évoluer, parce que, ça fonctionnait très bien. Et c'est une révolution en soi, que de comprendre que le métier de designer ne consiste parfois pas à créer des choses nouvelles, mais simplement à rien créer de nouveau, et faire des liens entre des choses qui existent déjà. Ça peut être ça aussi, le projet, en fait. Parce qu'en soi, nous, c'est faire du projet et pas forcément produire de la nouveauté. Et là, il y a déjà tellement de choses existantes, surtout là, au cours des dernières années, il y a énormément de choses qui ont été produites à une vitesse effarante. Le but, c'est un petit peu aussi de, attention, on peut regarder déjà tout ce qui existe et il y a des liens à faire entre ces différentes choses pour déjà répondre aux problématiques qu'on se pose. Il n'y a pas besoin de reproduire un énième objet, en fait. Et je pense que c'est vraiment en ça que on pourrait évoluer vers quelque chose de soutenable. Donc voilà, ça on en tire énormément de choses au final d'un voyage comme celui-là, de se dire que il y a tellement de choses déjà qui existent, doucement quoi. On peut lever le pied aussi 2 secondes. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais qui t'a le plus surprise finalement sur place ? Bon alors, en dehors du fait que quand le soleil se couchait à 14h, j'avais directement envie de dormir. Ça, je pensais pas ça possible, mais si, c'est vrai. C'est un vrai effet. C'est vraiment, en fait, l'histoire du peuple Sami. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant d'arriver, je me suis dit, un peuple Sami, voilà, peuple autochtone, très tranquille, l'histoire, l'histoire, ils vivent encore à la manière ancestrale, l'histoire doit être très tranquille aussi.
Non, pas du tout. Erreur. Et ça, malheureusement, même si je m'efforce de penser, d'avoir une pensée pas dominatrice sur le reste du monde en tant qu'européenne occidentale, je pense que malheureusement c'est un des travers aussi qu'on a automatiquement. On se dit ah bah c'est bon chez nous, tout va bien, voilà, ça doit très bien se passer, tranquille. Non, pas du tout. Hein. Parce que j'avais des suppositions en fait totalement erronées et trop influencées par cette histoire. Ouais. Alors, en fait l'histoire elle s'est révélée très complexe parce que effectivement, ils ont vécu de manière, bon, certainement relativement tranquille, en tout cas par eux-mêmes, jusqu'au XVIe siècle. XVIe siècle, colonisation. Donc, avant ça, ils s'entendaient avec les gens donc, du Sud. Eux, dès que c'est en dessous d'eux, c'est le Sud, hein, en même temps, ils sont bien hauts, hein, déjà. Donc, avant ça, en fait, eux produisaient en fonction de la nature, seulement, mais ils faisaient du troc avec les gens du Sud. Donc, il était possible qu'ils aient, par exemple, des couteaux en acier, même si eux travaillaient pas l'acier. Ouais. Parce que du coup, ils avaient fait du troc avec les gens du Sud, et que ça fonctionnait comme ça. Donc jusque-là, bonne entente. Et en fait, dès l'instant où il y a eu la colonisation, et ben alors là, les gens qui sont arrivés se sont dit, non, en fait, ça va plus du tout se passer comme ça. Déjà, vous avez tout un rituel avec des chamans, des tambours et tout. Non, nous on va brûler vos tambours, les chamans on les exécute, et puis en fait, bah voilà, vous allez vivre comme nous maintenant les gars. Vos reines là c'est bien beau, mais on va les prendre et puis on va s'en servir parce qu'on va exploiter le minerai que vous exploitez pas. Et bon bah les reines c'était pas du tout, voilà, ils étaient pas du tout ni entraînés ni faits pour ça. Ouais. Donc du coup ils étaient totalement épuisés de ça. Et en fait, tout a été détourné, voilà, dès le départ. Et puis, ils ont été rabaissés aussi. C'était vraiment, on arrive, vous êtes en dessous nous, on va se servir de vous. Oui. Alors que, bon bah voilà, c'était leur territoire un petit peu à la base. Et donc, ils ont été exploités, et bon, ça s'est ressenti, en fait, ils ont été partagés entre le fait de partir, mais bon, partir où? Se conformer, parce que, il y avait que comme ça qu'ils ils pensaient pouvoir aussi survivre en quelque sorte. Et en fait, c'est quelque chose qui malheureusement se ressent toujours aujourd'hui. Là-bas, quand j'ai parlé avec les personnes, ils disent que malheureusement, ça se ressent d'année en année. Il y a un gros repli de la part de ce peuple, en fait. Déjà, ça se réduit. Et ensuite, ils l'assument, ils le montrent de moins en moins qu'ils appartiennent à ce peuple. Parce que du coup, aujourd'hui, toujours, il y a un énorme racisme envers les Samis. Mais vraiment énorme. Et ça, moi je trouve ça incroyable quand même. C'est quel culot de venir, de dire bon maintenant c'est chez nous, vous allez faire comme nous, et puis en plus on vous aime pas. Voilà. Non mais bon encore voilà, les histoires de race et autres, on en a connu aussi dans l'histoire, mais voilà quoi. Encore dans les années 30, 40, 50, j'ai vu des documentaires et autres, même à l'école, ils leur mesuraient le nez, comme ils les étudiaient comme des animaux en fait, comme attention, c'est une espèce rare, voilà, on va l'étudier parce que voilà. Et du coup, mais c'est incroyable parce que aujourd'hui, ce qui se ressent, c'est que bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a donc les Samis qui vivent encore à la manière ancestrale. Malheureusement, ces Samis-là, j'ai pas pu les rencontrer parce que ils vivent quand même de manière reclus et ils se méfient énormément des gens du sud de la Suède, mais alors imaginez en France. Et puis voilà, au milieu de la France quand même. Donc évidemment, en 5 jours sur place, non quoi, pas possible. Après, les personnes... Alors bon, il y a les personnes aussi qui font le compromis, qui disent bon oui, on élève des reines, mais bon quand même, on fait du tourisme, alors on a un pied dans la modernité, et voilà. Et il y a les personnes qui le vivent tellement mal, ce racisme exacerbé, qui sont Samis, mais ne le disent pas, vivent totalement à la manière des Scandinaves, les autres ne l'ont jamais su, et c'est la seule manière pour eux d'être tranquilles et de réussir à vivre sans être persécutés. Et ça, c'est quand même incroyable, parce que ça dure encore aujourd'hui, alors que... voilà, quoi, quand même... Il n'y a aucune raison à ça. Non, il n'y a aucune raison à ça. Bon, voilà, de manière historique, mais je veux dire...
ça m'a vraiment surpris sur place, le fait que certaines personnes soient obligées de renier qui ils sont pour pouvoir espérer vivre tranquille. Et parfois même dans la peur d'être découvert. Enfin, ça, c'est quand même incroyable, quoi. Et peux-tu nous parler un petit peu plus en détail de ton implication donc, pour le réutilisable, et puis donc ce qui entoure en fait finalement ton sujet vis-à-vis de tout ce que tu nous as parlé. Et est-ce que tu pourrais nous donner du coup quelques références pour les personnes qui nous écoutent par rapport à ce sujet et aux choses que tu as pu découvrir? Oui. Bon, bah, vous vous doutez que arrivé aux 3/4 du mémoire des références, il y en a. Bon, déjà, du coup, le réutilisable, le réemploi, de toutes les manières dont on peut l'appeler, c'est très bien, c'est des notions qu'on entend de plus en plus. Donc bon, le réemploi, tout ce qui est lié au recyclage, aussi au zéro déchet, toutes ces choses-là, on les entend de plus en plus, bon, dans la sphère tout à fait locale, de chacun chez soi, on peut le faire, c'est bien, il y a du progrès. Après, je trouve toujours aussi incroyable, enfin, même nous, on n'est pas, il y a du progrès à faire, mais je trouve toujours aussi incroyable, en fait, que, avec toutes les informations dont on dispose depuis tellement d'années, mais, j'ai 23 ans, même avant notre naissance, on avait déjà un bon paquet d'informations liées à ça, on soit pas encore plus impliqué là-dedans et que ce soit pas toujours aussi naturel, quoi. Enfin, je vois des personnes autour de moi, un jour on trie le plastique, bon, le lendemain c'était un peu chiant, alors on a arrêté parce qu'il fallait une deuxième poubelle, enfin, voilà, quoi, c'est encore... c'est un peu mieux, c'est de plus en plus, donc c'est très bien, mais purée, au stade où on en est, ça pourrait être mieux, quoi. Ouais, voilà, et déjà depuis très longtemps. Donc bon, bien sûr, le réemploi, il s'agit aussi, de contribuer au recyclage ou autre, mais aussi penser le réemploi, moi c'est ce qui m'intéresse encore plus dans les productions, en fait, issues du design, et que ce soit dans la construction d'habitats, dans la construction d'objets, de dispositifs de vie, de toutes ces choses, en fait, dont moi je trouve qu'il est très bien de s'inspirer, en fait, de ces peuples issus des territoires en déshérence, parce que eux, c'est leur manière de vivre, c'est pas un souhait, en fait, c'est déjà comme ça qu'ils fonctionnent. Par exemple, les endroits où on envoie un peu nos déchets, où il y a énormément, par exemple, de bouteilles plastiques, eux trouvent le moyen, bien sûr, parfois avec l'aide de designers, d'ingénieurs, mais aussi très souvent par eux-mêmes, de faire des parois complètement isolées pour les maisons, à base de plastique découpé, broyé, ou alors ces bouteilles-là d'en faire des lumières portables. Voilà, quoi, il y a énormément de choses qui existent comme ça. Moi, je trouve ça absolument fascinant, parce que du coup, nous, c'est facile, en fait, de jeter. Bon, on sait pas trop si ça va être recyclé, de toute manière, on sait pas où ça va. Et pour autant, on pourrait totalement. Alors après... le zéro déchet, pareil, c'est encore mieux. S'il n'y a pas de déchets produits, rien à réemployer. Mais dans les projets de design, voilà, ça devrait être totalement basé sur le matériau, en fait. De quoi on dispose, comment on peut s'en resservir, quelles sont les propriétés de ce matériau qu'on va réemployer et qu'est-ce qu'on peut en faire ensuite. C'est le réemploi, en fait, c'est relancer le cycle de vie encore, sous des formes qui peuvent totalement évoluer en fonction de l'évolution de comment on va traiter le matériau, en fait, quelle forme il va prendre. Et je trouve ça, c'est une source d'inspiration incroyable, en fait. On le considère pas assez. Rien qu'avec nos téléphones, par exemple. Il y a énormément de matières, je sais plus combien, il y a de matériaux différents à l'intérieur d'un téléphone, mais c'est un chiffre incroyable. Et justement, il y a tellement de choses qui pourraient être réemployées, tout regroupé, mais bon, il y a que une très petite quantité des matériaux qui sont récupérés et recyclés, en définitive, rien que dans cet objet, par exemple. Donc voilà, pour moi, vraiment, c'est bien, c'est très bien que le réemploi et toutes ces idées atteignent nos foyers. Et après, du coup, question du design, on touche aussi à la question de la technique et donc de l'industrie. C'est encore une autre paire de manches que de s'attaquer justement aux productions industrielles. Ça devrait être encore plus considéré parce que la surproduction d'objets, de matériaux, de non-réemploi, en fait, vient aussi en grande partie des industries. Donc du coup, voilà.
force au réemploi et franchement aller dans ce sens. Exactement. Bon, alors maintenant je vous donne quand même quelques références parce que bien sûr il y a la référence ultime, bon moi qui a commencé qui a commencé vraiment à me faire réfléchir sur le sujet, c'est Victor Papanek qui dans les années 70, donc en 74, la version française de Design pour un monde réel, et qui montre en fait plusieurs projets où vraiment c'est issu du réemploi. Il est pas irréprochable dans tout ce qu'il dit, mais par exemple il y a la Tin Can Radio qui est un projet totalement issu du réemploi et qui peut s'inscrire justement dans des territoires, lui il appelait ça le tiers-monde, mais du coup des territoires en déshérence, des pays en voie de développement, une radio totalement produite à base d'anciennes canettes de jus de fruits, de paraffine, du coup qui est remplaçable par exemple par de la bouse de vache. Donc il y a plein de petits trucs comme ça issus qui montrent bien le réemploi au final, et puis même tout le livre c'est un manifeste incroyable, enfin il est vraiment à lire, enfin si on s'intéresse à ce sujet-là en tout cas, c'est un très bon point de départ, il faut lire. Ensuite, il y a une personne qui s'appelle la Philippe Biwix et qui s'intéresse de nos jours au low-tech. Donc du coup, c'est un petit peu Victor Papanek, c'était une parole des années 70, Philippe Biwix, il a une parole plus contemporaine du coup, et qui par conséquent, il parle du low-tech, donc il parle de réemploi. Le low-tech, c'est ce qui s'inverse, c'est le contraire du high-tech, et du coup, c'est les technologies lentes. D'accord, oui. Ensuite, pour continuer sur le low-tech, il y a le Low-Tech Lab. Alors eux, ils sont vraiment super. C'est une association qui s'inspire des techniques de production souvent issues du réemploi à travers le monde pour les adapter à nos modes de vie. Donc c'est vraiment super, Ils ont un projet où ils sont partis faire le tour du monde en voilier. Ils ont récolté énormément d'astuces issues de la ceinture tropicale. C'était ça leur ligne de voyage. Et le voilier servait aussi de labo, donc directement récolté. En fait, la low-tech était adaptée, était expérimentée, vous voyez comment ça fonctionnait. Et puis parfois aussi réinsérer sur place, ou vraiment il y avait une discussion. Puis après, c'est pour avoir pour but de diffuser aussi, de montrer vraiment ce qui existe. Alors il y a évidemment aussi Émile de Vicher. Alors Émile de Vicher a une formation initiale d'ingénieur, et il a mis au point une machine qui est elle-même faite à partir de réemploi. Ça s'appelle Polyfloss, le projet. Et elle permet de recycler et réemployer du plastique. Donc si vous voulez retrouver l'ensemble de sa pensée, elle est détaillée dans sa thèse, qui s'appelle Manufacture technophanique. Et c'est très facile à lire, au final. C'est pas, on s'imagine la thèse comme quelque chose d'incompréhensible. C'est vrai que c'est un titre un peu... il faut s'y intéresser, bien sûr, mais c'est très... ça se lit très bien. Donc voilà. Et ensuite, il y a un projet, cette fois-ci, qui s'appelle Portable Light, et qui a été fait par l'agence, alors je le lis lettre par lettre, KVAMATX. Et c'est un super exemple, en fait, de projet de réemploi, parce que leur but était de créer des lumières portables, à partir donc que des éléments de réemploi, donc des petits panneaux solaires, des boutons de lave-vaisselle, des lumières de feu rouge, et le tout est relié grâce à un tissage artisanal. Donc du coup, ça mêle artisanat local et réemploi. Donc voilà, déjà il y a de quoi faire. D'ailleurs, toutes ces références seront disponibles en description de la vidéo. Vous aurez qu'à regarder en bas, et puis on va mettre des liens il y aura de quoi retrouver tout ça. Voilà, vous permettre de trouver un peu plus d'informations sur toutes ces références. Oui, là je vais très vite. Et suite justement à toutes ces références, est-ce que tu aurais des avis, des conseils à propos du système pédagogique autour du design? Des choses à changer, des expériences marquantes dans ton parcours, des choses à ne plus faire, à faire, tu estimes bonnes ou mauvaises, enfin. Ok. Alors déjà, c'est en me questionnant sur ce système pédagogique et du coup, ces années d'études qui ont été faites en fait dans différents endroits, qui est un petit peu né les bases de mon sujet actuel, parce que tout début, il était question de se dire ce serait quand même bien de créer quelque chose où chacun puisse contribuer à l'école, de la construction jusqu'à l'enseignement, tout le monde pourrait collaborer pour faire une école. Et après, je m'étais dit mais ce serait vraiment génial de pouvoir
faire quelque chose où il y aurait des apports qui viendraient de partout dans le monde et puis que les gens qui connaissent pas le terme design, de créer des écoles ailleurs pour qu'ils puissent développer leur design. Donc bon, déjà, cette question m'a toujours passionnée. Ouais. Après, bon, il s'agirait plutôt d'un conseil qui tend peut-être à se réaliser au fur et à mesure des années, celui dont j'ai un petit peu déjà parlé, de pas segmenter, de pas compartimenter comme ça la discipline en fait, parce que bon, je me doute bien que pour l'enseigner, bon après il y a des spécialistes dans chaque domaine. Bien sûr, en design d'espace par exemple, on a des architectes qui viennent nous donner des cours parfois. Donc voilà, bon, c'est quelque chose qui est très spécifique, tout le monde peut pas l'enseigner. Mais bon, quand même, le fait d'ouvrir et puis de laisser la possibilité aux étudiants d'explorer, de pas se sentir renfermés dans un type de réponse, en fait, quand on nous pose une question, quand on nous lance sur un projet, de pouvoir se sentir libre d'explorer, ou par exemple de peut-être totalement explorer par l'espace, mais de pouvoir toucher un petit peu au graphisme ou à l'objet ou à la mode, de pas se sentir en fait enfermé dans une case. Peut-être pour pouvoir répondre à une question. Puis déjà, en fait, comme la discipline l'invite un peu à le faire, de s'ouvrir, de vraiment être curieux, de regarder tout ce qui est faisable, de commencer vraiment à tisser des liens, réfléchir à tout ce qui pourrait s'entremêler pour répondre à la question d'une manière riche, et puis de laisser la porte ouverte à toutes les spécialités possibles, d'avoir un éclairage particulier ou autre. Donc voilà, ça me semble vraiment... ça me semble absurde, en fait, de s'enfermer dans des cases, dans un domaine qui tend à être si ouvert sur le monde. Après, bon, voilà, on a fait des études dans des choses assez compartimentées, et pour autant, ça nous empêche pas d'avoir une pensée ouverte aujourd'hui, parce que bon voilà, les expériences sont pas du tout traumatisantes, hein, celles que j'ai eues, que ce soit bon en mana, c'était c'était difficile, mais bon bah il fallait apprendre, il fallait quand même faire l'équivalent de 3 années en une. Le BTS, bon bah très très bien, voilà, on a peiné bien sûr, mais on a peiné tous ensemble, et c'était vraiment c'est que des très bons souvenirs. C'est du travail dur, mais voilà, travailler dur, hein. Travailler dur, mais bah pour quelque chose, franchement, on en retire tous des grandes leçons de connaissance de soi-même face au travail, et ça n'a pas de prix. Mais non, il y a qu'en faisant et en laissant la liberté d'exploiter vraiment toute la richesse des domaines possibles, qu'on arrive après soi-même à se connaître et à se restreindre peut-être qu'à un domaine, mais au moins on aura eu l'opportunité de chercher. D'accord, eh bien c'est très riche tout ça. Et alors donc là tu es étudiante en 2e année de master, tu es en train d'écrire un mémoire donc avec ce sujet qui te passionne. Ouais. Et finalement, qu'envisages-tu pour la suite ? Que faire après ? Bon alors, pour la suite très proche, il s'agit d'écrire ce mémoire, de terminer le projet aussi qui va accompagner le mémoire, de soutenir toute cette belle expérience au mois de juin. Et ensuite, donc dans l'idéal, hein, je touche du bois, je croise les doigts, je fais tout ce que je peux. Je compte continuer en doctorat afin de mener une thèse sur ces problématiques qui m'animent vraiment et que je traite déjà en partie dans le mémoire pour introduire en fait cette thèse. Et j'espère à terme devenir enseignante-chercheur. Donc encore un petit bout de chemin m'attend. Quelques années. Mais c'est pour mon plus grand plaisir. Très bien. Merci beaucoup Camille pour toutes ces indications, pour tout ce que tu nous as expliqué. Donc c'est vrai que là on comprend différentes choses sur le design, les sujets qui peuvent être abordés et comme tu le dis, quand on s'enferme pas forcément dans des cases. Alors bon, on rencontrera certainement des personnes qui eux ont décidé de se lancer dans d'autres directions et tout ça, mais c'est vrai que là ça nous a fait découvrir, voyager même, découvrir des personnes, des peuples différents. Donc merci à toi, et puis merci aussi à vous de nous avoir écoutés pendant tout ce podcast, et puis nous espérons vous revoir bientôt pour de prochains témoignages, et puis de prochaines expériences designer. Merci à tous de nous avoir écoutés, et à très bientôt.